Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Bonne année encore. Allez, bonne année 2024. Encore, bonne année Plantu, merci d'être avec nous. Bonne année et merci beaucoup de nous recevoir. On va repasser l'année en revue avec vous, Plantu. Marianne Ne vois-tu rien venir aux éditions Calman-Lévy dans la collection graphique. C'est un livre qui passe, comme son nom l'indique, l'année en revue. Et Marianne, la pauvre, qui n'a rien vu venir depuis de très nombreuses années. Gilles, on va tout de suite passer au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. En ce début d'année, j'ai évidemment voulu revenir sur certains événements pour vous faire réagir. Alors, est-ce qu'en 2024, Jérôme Cahuzac va-t-il réussir son comeback en politique démarré en 2023 ? En décembre, il a fait sensation ce matin-là face à Jean-Jacques Bourdin. Et il était sur Sud Radio de nouveau face à Jean-Jacques Bourdin, à qui il avait dit les yeux dans les yeux, je n'ai pas de compte en banque en Suisse. Jérôme Cahuzac, vous avez menti ce matin-là. Pourquoi avez-vous menti ? Ce que j'ai fait, les 45 secondes ou la minute à l'Assemblée nationale, tous ces moments-là me hantent. Ça me hante. J'ai été ce que j'aurais jamais voulu être, j'ai fait ce que j'aurais jamais voulu faire. Mais c'est quelque chose que je dois assumer. J'essaye de le faire depuis 10 ans. J'essaye de le faire dignement, je reconnais ce qui s'est passé. La question n'est pas de savoir pourquoi j'ai menti. En général, on ment quand on est acculé. On ment parce qu'on ne sait pas s'en sortir. Même en disant ça, je suis gêné parce que je ne me trouve pas d'excuses, donc je vais mais pas en quittant le studio... Pardonnez-moi, mais je vais pas vous donner des explications qui pourraient sembler être des excuses. Je ne m'en accorde pas. Vous croyez à la rédemption en politique ? J'ai vu que vous aviez souri en écoutant Jérôme Cahuzac. J'ai éclaté de rire. Ouais. Parce que c'est un sketch. Qu'est-ce qui réunit le Cahuzac qui ment il y a quelques années et le Cahuzac qui revient ? C'est l'audimat. C'est-à-dire que il va nourrir les réseaux sociaux. Alors il les a nourris dans un sens, là c'est dans l'autre sens. De toute façon, il est une vedette dans un sens. Et c'est la vedette qui va l'emporter. Et après, il a dû magouiller un peu. Oh, mais il est sympathique, il revient sur... Mais non, c'est l'audimat qui décide. C'est le marketing qui commande. C'est le marketing qui le fait partir. C'est le marketing qui le fait revenir. Donc vous pensez qu'en 2024, il pourrait de nouveau être dans la politique ? J'en sais rien. Je vais vous dire franchement, je m'en fous un peu. Ce qui m'embête, c'est quand même la résonance perpétuelle de l'audimat dans beaucoup de choses. Il y a des choses qui sont dites, qui sont commentées, et en fait, ce n'est que le marketing qui décide tout ça. En 2024, on verra sûrement l'interdiction de la puff, vous savez, cette cigarette pour jeunes, mais également plus de cigarettes dans les parcs, les jardins, la plage et des autres. Alors évidemment, la première ministre va-t-elle être obligée d'arrêter de vapoter à l'Assemblée ? Vous vous rappelez de cette séquence l'année dernière. Rappelez-vous de cette députée qui l'a interpellée. Pensez-vous réellement, Madame la Première ministre, sincèrement, alors que le ministre de la Santé hier, pour des raisons de santé publique, a annoncé qu'il ne fallait plus fumer sur les plages, aux abords des bâtiments publics, sincèrement, ici, nous écrivons la loi. On n'est pas au-dessus des lois. Vapoter dans cette enceinte pendant que je suis en train de vous parler, c'est un mépris total. C'est un mépris total. Et pour rappel, c'est pas bon pour la santé. Voilà. Faites ce que je dis, mais pas ce que je vote. C'est encore un sketch. Vous allez nous faire toute une suite de sketchs de l'année. C'est bien. Ça représente les sourires que j'ai eus en regardant votre livre. Allons-y. Mais vous, ça vous choque, ça ? Moi, qui suis pas du tout fumeur, je trouve que les fumeurs, ils en plein la figure. Et très franchement, il y a une chose, ça c'est vrai. Et puis il y a le fait que c'est vrai que si à l'Assemblée on demande à ce qu'on ne fume pas, évidemment, ou ne vapote pas, très franchement, je sais pas, moi je sais pas ce que c'est que d'être accro à la cigarette ou au vapotage.
Mais très franchement, elle pourrait s'en passer. Elle est facile à dessiner, notre première Oh ministre. oui, elle fait la gueule, c'est bien, c'est sympa. Elle ressemble à un 49.3. Non, c'est bien. Elle me facilite. Tous les gens qui me facilitent le boulot... Vous les aimez. Alors, lesquels vous facilitent pas le boulot? Les femmes. Oui, non, mais c'est vrai que vous l'aviez déjà dit. Non, mais vous l'aviez dit, vous n'aimez pas les dessiner moches. Non, mais parce que quand elles sont... Non, mais elles ont souvent des traits plutôt fins, des jolis yeux, des choses comme ça. Quand il y a une femme comme la première ministre qui fait la gueule et qui a des paupières lourdes, évidemment c'est beaucoup plus facile. Elle a une mèche de cheveux qui est assez facile à dessiner. Elle est un peu sec. Je rajoute des petits traits dans le cou parce qu'on dirait elle aurait une cravate, elle serait coincée complètement avec le cou. Donc elle est sèche. Et donc, c'est plutôt sympa à dessiner. Je préfère dessiner Raymond Barre, mais une femme sèche comme ça, c'est rigolo à faire. 2024, c'est l'année olympique. Les Jeux vont donc se dérouler en France dans quelques mois, dans un monde bouillonnant. Tony Estanguet, fin décembre, a fait voter à l'ONU une résolution pour rappeler le respect de la fameuse trêve olympique. Bien sûr, nous savons que les Jeux ne peuvent pas tout. Mais nous pensons que les Jeux ont une valeur d'exemple extrêmement inspirante, parce qu'ils donnent à voir ce que nous avons en commun plutôt que ce qui nous divise. Dans le contexte actuel de conflits et de tensions que nous connaissons, nous en sommes persuadés, plus que jamais, nous avons besoin des Jeux. Aujourd'hui, nous portons auprès de vous un message fort, un message universel en faveur de la paix, selon la tradition antique grecque de la trêve olympique. Je tiens à remercier l'ensemble des délégations qui ont exprimé leur soutien et ont coparrainé ce projet de résolution en étroite coopération avec le Comité international olympique. C'est avec humilité, devant le cours des événements du monde. Espérons un petit peu plus de paix en 2024. Alors, il ne faut pas jouer avec le modèle social suédois, Valérie. C'est ce qu'est en train d'apprendre à ses dépens Elon Musk, qui sera évidemment un personnage de 2024. Alors, lui, il refuse que dans ses usines suédoises, il y ait des comités d'entreprise. Du coup, les employés se sont mis en grève. Et alors, tout le pays a suivi. Vous allez voir, c'est une incroyable solidarité qu'a raconté le 20h de France 2. L'histoire est folle. Il y a un mois, une grève éclate chez les salariés du constructeur. La direction refuse toute convention collective sur les salaires, un refus rarissime dans ce pays. On veut que Tesla adopte cet accord collectif et que tous les ouvriers qui travaillent pour l'entreprise en bénéficient, comme partout ailleurs. Mais la direction reste inflexible et rapidement le mouvement s'étend. Les dockers cessent de décharger les Tesla neuves dans les ports. Les postiers qui acheminent les plaques d'immatriculation de voitures neuves refusent de livrer celles du constructeur américain. Les électriciens laissent les bornes de recharge en panne et dans les ateliers de réparation de véhicules Tesla, les ouvriers débrayent. Leur mot d'ordre, on ne touche pas au modèle social suédois. Incroyable, tout le monde a suivi. Il n'y est pas dans votre livre, Elon Musk? Non, mais il faut que je le fasse parce que il est. Il est quand même. Non, il faut que je le fasse. J'ai fait TikTok, j'ai fait la présence chinoise à TikTok, j'ai fait beaucoup de choses sur les réseaux sociaux dans mes dessins. Et le harcèlement, par exemple, au travers des réseaux sociaux. Par contre, Elon Musk, il faut que je le fasse. Et je reconnais qu'il est assez facile à faire. Dessiner, Oui, une sorte de Schwarzenegger, tête à claque. Très lifté, très certainement. Et pour finir, j'imagine que le plus dur quand on dessine, c'est dessiner un bruit. Dans Incroyable Talent, cette candidate fait tout elle-même, vous allez l'entendre. Elle fait les bruits, le chant, les ambiances. Vous verrez, elle a un côté chamanique. C'est elle qui fait ça aussi? Elle fait tout là? Elle fait tout. C'est bien, vous me gâtez, Gilles, en ce début d'année. Ça a plu à Jean? Non, c'est mignon. C'est mignon, mais c'est vrai que le bruit, on peut le faire aussi en dessin. Il y a très important. Il y a un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps sur l'histoire de Samuel Paty en bande dessinée. Et il y a des fois des textes qui sont grands, petits, moyens, tout petits. Et je me suis rendu compte que le dessin pouvait raconter la hauteur du son d'un texte.
Allez, on se retrouve dans un instant avec Plantu, dessinateur de presse. De presse, il n'y a plus de presse maintenant, mais il y a beaucoup de presse. Il y a quand même eu 50 ans de dessin de presse. Dans le journal Le Monde. Vous en parlez dans le journal Le Monde. Et là, on revient avec ce livre, Marianne, ne vois-tu rien venir? À tout de suite. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, on l'aime, on l'adore, comme dirait la chanson. Jean Plantu, dessinateur, vous êtes avec nous, dessinateur, éditorialiste. Que peut-on dire? Vous écririez quoi sur votre passeport s'il y avait encore la profession? Dessinateur qui se prend pour un journaliste dans un monde de journalistes qui ne savent pas qu'ils sont devenus des caricaturistes. Formidable. Marianne, ne vois-tu rien venir? C'est paru chez Calman Levy, le cadeau idéal pour les fêtes de Noël, parce que vous passez en revue cette année, mais avec une vision sur le long terme passé, c'est-à-dire sur tout ce qu'on n'a pas pu voir venir. Alors je rappelle également, puisqu'on est dans la promo, qu'il y a toujours le hors-série 50 ans de dessin du monde, dans le monde, qui est toujours disponible. Et puis Tintin aussi, là aussi, bonne idée de cadeau de Noël, dialogue avec Hergé, dialogue imaginaire avec Hergé. Qui m'a beaucoup influencé. Absolument. D'ailleurs, vous finissez avec des petits dessins de avec Tintin. Ce qu'aurait pu dessiner Hergé s'il était vivant. Il aurait dessiné Greta Thunberg, il aurait dessiné l'Ukraine, il aurait dessiné des petits Dupont et Dupont, dont un avec un anneau, légèrement transgenre, voilà, et tout est possible. Une petite Greta Thunberg, vous rendez hommage, alors je vais commencer par la fin, par l'hommage que vous rendez à plusieurs personnalités, Gérard Leclerc, Pierre Dac, il est mort depuis plus longtemps. C'est à cause de l'Expo. C'est à cause de l'Expo, effectivement, et puis Jane Birkin. Ce livre, chaque année, vous publiez effectivement le bilan de l'année en dessin. Cette année est particulière puisque vous avez arrêté de dessiner pour Le Monde. Alors déjà, mission média, vous dessiniez tous les jours pratiquement pendant 50 ans. Le matin, à 10h, 9h, vous étiez avec votre crayon. Et avant de venir vous voir, j'ai fait encore un dessin que j'ai montré à un de vos journalistes parce que je sens que c'est une idée, un début de dessin. Et avec Gérard Darmon, on a Michael Darmon, pardon. Il m'a terminé mon dessin parce que je disais mais qu'est-ce que tu en penses? Il me dit mais tu pourrais le terminer de cette manière. C'est une démocratie qui se mord la queue. Et je me suis dit avec les lettres de la démocratie, j'ai voulu faire un serpent qui se mord la queue avec le D, le E, le M, voilà tout ça. Et j'ai fait un serpent qui, à côté, se mord la queue. Et il me manquait quelque chose. Il m'a dit, mais tu devrais le faire en couronne, au-dessus d'une petite une planète. Et Michael Darmon m'a terminé un dessin que j'ai commencé ce matin avant de venir à Sud Radio. Et c'est comme ça que ça se passe, un dessin. C'est penser en dessin. C'est très fatigant, c'est très rigolo aussi, mais à la fois on dessine tout le temps, et même si je ne suis plus à la une du journal, et ça m'a beaucoup, j'ai adoré, travailler pendant 50 ans, je continue à dessiner. Vous voyez, il y a quelques jours, j'étais à Arras pour faire une expo au tribunal de justice d'Arras, et à la fois j'ai fait un débat et j'ai rencontré la famille de Dominique Bernard, avec la femme de Dominique Bernard qui a été assassinée. Et vous voyez, j'ai fait un dessin. Alors le dessin que j'ai fait au moment du drame, il a été agrandi, il est dans le hall de la salle des pas perdus du palais de justice, du tribunal de justice de Arras. Et à la fois, c'est un dessin que j'ai fait comme ça, il y a une émotion. Et puis au bout de mes doigts, il y a le feutre qui bouge. Je fais mon dessin, je dessine le beffroi d'Arras, je dessine la place des héros avec toutes les maisons qui sont autour de la place. Et puis on rajoute des petites roses blanches qui avaient été distribuées en hommage à Dominique Bernard. Et voilà, c'est ça qui me permet de raconter. Et puis finalement, ça devient un dessin qui est après reproduit dans la presse. Mais là, il n'y a plus de presse, pardon. Dans la presse locale. C'est la presse locale, mais la Voix du Nord, le journal municipal. Mais au quotidien. Ou dans les expos. Ou dans les expos, je fais énormément d'expos. Et donc, les dessins, là, ce dessin, il fait 3 mètres de haut et il va se balader dans toutes les tribunaux du Nord-Pas-de-Calais, vous voyez. Et plus tous les dessins que j'ai faits sur la justice.
Marianne... Qui se moque d'elle-même. D'ailleurs, je le dis en pensant parce que je remercie la présidente du tribunal de Arras, parce que finalement, elle arrive à faire des dessins, à montrer des dessins qui se moquent de la justice aussi. C'est pas, évidemment, c'est pas méchant, mais en tout cas, c'est une sérieuse mise en cause qui est partagée et qui va être partagée dans tout le Nord-Pas-de-Calais. Et c'est ça où je trouve que mon rôle aujourd'hui, c'est d'exposer et de faire toujours des rencontres. Marianne, ne vois-tu rien venir? C'est le titre de votre livre. C'est parce que vous êtes d'un optimisme désespéré? Alors, elle va peut-être ouvrir les yeux. Moi, je trouve que depuis le pogrom du 7 octobre, par exemple, elle ne voit pas venir beaucoup de choses. Elle ne voit pas venir la montée de l'antisémitisme un peu partout en France. Alors, elle fait semblant de ne pas voir venir. Mais très franchement, maintenant qu'on a vu ce qu'il en est et que certains partis embrayent l'antisémitisme rampant que nous rencontrons un peu partout, je pense qu'elle est en train d'ouvrir les yeux, et je dirais même que des médias qui faisaient exprès de ne pas s'en apercevoir vont peut-être se secouer. Ça fait deux fois que vous critiquez les médias, et l'audience et la télévision. Et je vais vous dire, je prévois en 2024, je ne sais pas si on va le faire en 2024, mais en tout cas au Conseil économique et social et environnemental, on va faire une rencontre dans ce lieu de la place d'Iéna à Paris qui s'appellera Media Culpa, où tous les journalistes seront gentiment invités, vraiment de partout, pour dire la connerie qu'ils ont faite dans leur vie. Moi, elle va commencer par moi, des dessins qui sont un peu foireux. C'est laquelle votre connerie à vous? Oh bon, j'en ai fait plein, dont Jean-Paul II, que j'ai dessiné à partir d'une info de M6, ahurissant, qui laissait croire que Jean-Paul II enregistrait un clip sur des paroles de Plastique Bertrand. Non mais, tiré à 500 000 exemplaires, hein, non mais c'est une honte. Et donc, chacun des journalistes viendra dire la bêtise qu'il a faite dans sa vie, et pourquoi il est fier de travailler pour tel média, telle radio, telle télé, ou tel journal papier. Et ça je suis sûr que ce sera une manière de renouer le dialogue entre les médias et les Français qui détestent les médias, alors qu'ils adoreraient tous être journalistes. Oui, parce qu'avant, les journalistes, quand on reprend l'époque de Jean-Claude Bourret, qu'on va bientôt recevoir, ou les autres, ils ne donnaient pas leur avis. Ils étaient factuels, ils donnaient l'information, et ils ne donnaient pas leur avis. Ce qui a changé, c'est petit à petit, chacun donnait son avis, non ? Vous n'êtes pas d'accord? Non, parce que regardez les micro-trottoirs, qui est pour moi l'escroquerie du siècle. C'est la négation du journalisme. C'est la négation du journalisme, et c'est même la perversité du journalisme. Parce que finalement, le journaliste, il pense quelque chose. Bon, là on est à Sud Radio, il y a du rouge, il pense rouge. Bon, mais il cherche quelqu'un qui veut penser bleu. Eh ben, il va faire 10 micro-trottoirs jusqu'à temps qu'il tombe quelqu'un qui parlera bleu. Et il va garder la séquence bleue. Et l'autre perversité du jour, c'est que maintenant, plus personne n'est capable de signer son opinion, ce qui fait qu'on va filmer son nombril. Et là, je me dis, mais dans quelle... Ma pauvre démocratie qui se mord la queue, où elle est passée, ma petite démocratie? Et maintenant, et quand je vais dans les écoles, je fais souvent dessiner les enfants dans les écoles. Et ben, je leur réapprends un truc tout bête. Mais tu as fait un dessin, il est vraiment bien. On est d'accord ou pas d'accord, c'est pas le problème. Mais tu l'as pas signé, ton dessin. Signe ton dessin. Et le gamin, des fois, il me dit « Ah non, mais si, c'est une opinion. Dis-le. Allez, monte sur la table et dis-le nous. » Et des fois, on se rend compte qu'aujourd'hui, sortir quelque chose, une boule qui s'appelle une opinion, je trouve que c'est pas... On peut se tromper. C'est pas grave, mais on la sort et on la signe. C'est un peu contradictoire, c'est-à-dire avec ce nombrilisme, c'est-à-dire où tout le monde aujourd'hui a la parole grâce aux réseaux sociaux, tout le monde donne son avis, tout le monde est persuadé d'avoir raison. Au contraire, je trouve que c'est la victoire du moi sur le nous quand même. Alors, tout ce qui est, c'est un moi de meute. Oui. C'est un mois de meute. Oui, c'est-à-dire que quand il y a un moment, quand ça prend, et que le marketing fait que, oui, on va être plusieurs à penser ça, c'est pour ça qu'il faut être très à l'écoute de ce que disent les gens et de réapprendre à se respecter. C'est pour ça que j'ai des dessins sur l'école, sur la laïcité et sur l'empathie. Il faut réapprendre l'empathie. Il y a des écoles, il y a une école à Trappes, j'ai dû vous en parler, à Trappes, ils enseignent comme le calcul, le français ou l'histoire, ils enseignent l'empathie. Il faut réapprendre à avoir... on est plusieurs, et on n'est pas d'accord, mais ça, c'est pas un problème. Je vais te respecter, et tu vas essayer de, moi, me respecter.
Plantu. Et vous croyez pas que l'homme n'est pas bon et que finalement, quand on regarde les réseaux sociaux, c'est sa vraie nature ? C'est la meute qui l'emporte, c'est le marketing de la meute. Si on oublie la meute, vous savez, des fois, moi j'en prends plein la figure sur mes positions. Il y a des fois, je prends la défense des Palestiniens, donc il y a une grosse meute qui me traite d'antisémite, et puis après je prends la défense des Israéliens après le pogrom du 7 octobre, et à ce moment-là, je suis un pauvre sioniste. Et c'est la meute, mais la meute, qu'est-ce qu'elle... Moi, sur Twitter, sur Facebook ou Instagram, des fois j'ai 200 000 personnes qui suivent. Mais c'est une poignée de 14 personnes qui font meute. Mais c'est une meute, c'est rien qu'une toute petite meute. Il faut remettre les meutes à leur place. On va parler de votre livre. Moi, j'ai trouvé qu'il était... À chaque fois, vous trouvez des nouveautés pour illustrer cette année. Et là, j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant de retrouver chaque article ou chaque information sourcée à chaque fois en regard du dessin que vous produisez. Il y a deux choses qui m'ont moi passionné dans ce livre, c'est à la fois Marianne ne vois-tu rien venir, c'est-à-dire mais sur la construction du livre, c'est-à-dire à la fois cette mise en perspective avec le fait très concret. Et puis, ce qu'on n'a pas vu venir, c'est-à-dire les choses sur lesquelles on était prévenus depuis des années, en particulier cette une de l'Express qui m'a frappée. L'Express, les malades vont manquer de médecins. C'est une qui date de 1966. Oui. Et c'est un des nombreux exemples dont on va reparler dans un instant. Il y a beaucoup de flashbacks dans le bouquin et des dessins qui datent de 10, 20, 30 ou 40 ans qui annoncent quelque chose que moi j'ai dessiné en étant, j'y connais rien, moi je reproduis ce que les journalistes m'ont raconté dans les couloirs du Monde, et à la fin, quand je les regarde, je me dis oh là, en fait ça annonçait quelque chose qui nous pète à la gueule aujourd'hui. Oui, c'est ce que vous dites dans la préface, les déserts médicaux, le prix de l'essence, les caddies vides, on a vu s'installer cette année des frustrations un peu partout, une ambiance post-gilet jaune, mais tout ça c'était déjà annoncé. On y revient dans un instant avec ce livre, Marianne ne vois-tu rien venir, l'année de Plantu chez Calman Lévy. Tout de suite. Et je rends hommage à Reiser, qui avait été, j'étais un admirateur de ce dessinateur de Charlie Hebdo, qui avait installé des capteurs solaires sur son balcon. Alors c'était il y a 50 ans. Et EDF venait démonter tous les jours parce qu'il tuait le monopole d'EDF. Et moi, je trouve, et maintenant, tout le monde trouve normal d'avoir des capteurs solaires sur son toit. On se retrouve dans un instant avec Plantu. À tout de suite. Sud Radio. Le supplément média. Et la pauvre Marianne qui n'a rien vu venir. Marianne ne vois-tu rien venir. L'année de Plantu 2023, ça paraît chez Calman Lévy, cadeau de Noël idéal pour papa, maman, le frère, les jeunes aussi, les ados, pour leur expliquer. Tous ceux qui veulent réviser leur fiche de l'année. Parce que des fois, on oublie. 7 à 107 ans, comme la durée de vie s'est allongée. Vous avez donc passé, comme à votre habitude, l'année en revue. Il a fallu faire des choix. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué cette année ? Le fait d'avoir annoncé, sans le faire exprès, parce que je ne suis pas du tout un oracle, d'avoir annoncé grâce à mes amis journalistes des tas de choses qui nous pètent à la figure, comme par exemple ce dessin qui date de 1997, où il y a des policiers qui s'approchent d'une banlieue où on sent que ça va péter de tous les côtés, il y a des chiens qui mordent des tas de gens, et puis il y a un policier dans la voiture de police qui dit « Et là, pourquoi on n'y va jamais, chef ?» Et il y a l'autre policier qui dit « L'écoutez pas, chef, c'est un nouveau. » Et c'est... Alors j'ai dit ça un peu pour rire, il y a en 97. 97. C'est ça qui est fou. Et je me souviens qu'à l'époque, j'en ai pris plein la figure. Et puis il y a cette petite Marianne que j'ai mise dans l'ouverture de ma préface, elle se regarde dans un miroir et puis elle tombe sur le visage de Marine Le Pen. Et par exemple, un autre dessin sur le fait que... Et moi, j'étais d'accord avec cette mesure de Chirac qui avait arrêté le service national. Moi, j'étais d'accord. Et je pense que j'ai eu tort d'être d'accord avec Chirac. Je pense qu'il fallait garder le service national. Mais vous voyez, c'est des choses... Avec le temps, quand je regarde mes dessins, c'est des dessins plutôt sympathiques. Ah ben, il est sympa, Chirac. Ben non, ça va pas. Et on s'en est rendu compte pour la guerre en Ukraine qu'on n'a pas le matériel, on n'a pas les munitions, on n'a pas ce qu'il faut pour aider l'Ukraine, alors que nous-mêmes, déjà pour nous, on a une semaine de munitions. On n'imaginait pas que la guerre reviendrait en Europe.
Oui, mais c'est là le problème. Attendez, moi je suis pas militaire, mais il y a des militaires qu'on a muselés. On dit la grande muette, mais il y a quand même un chef des armées qui avait dit au moment du défilé du 14 juillet, il y a un problème. Oui, mais vous avez vu qu'à chaque fois, on est à un basculement. C'est-à-dire que l'Israël allait faire un accord avec l'Arabie Saoudite, et bim, ça part dans l'autre sens. La Russie devait faire un accord avec l'Ukraine, bim, c'est parti dans l'autre sens. En fait, on est toujours au bord de la vallée, et soit c'est le gouffre, ou soit on continue la route. Et c'est la raison pour laquelle il faut écouter les journalistes qui connaissent le terrain, qu'il faut écouter les profs d'histoire, qu'il faut revisiter des choses que moi je découvre. Le Haut-Karabakh, moi je ne connais pas grand-chose sur le Haut-Karabakh, mais à la fois, et en Arménie, et l'Azerbaïdjan, mais à la fois il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et là je discutais encore avec Michael Darmon, comment ça se fait qu'Israël ne reconnaît pas le génocide arménien? C'est quoi ce truc? Bon ben voilà, c'est des choses qu'il faut enseigner calmement et revenir. Et puis après, on propose une opinion. Mais encore faut-il écouter ce que disent les autres. Est-ce qu'il faut écouter Pascal Praud? Il faut écouter ses colères et se dire, tiens, pourquoi il en veut tellement à France Inter, par exemple? Et c'est son grand truc. Moi, je trouve que des fois, il part complètement en sucette, et je trouve qu'il y a peut-être des choses, tiens, il dit quelque chose, et pourquoi France Inter déteste CNews, des trucs comme ça? Moi, il n'y a rien qui me dérange. Ce qu'il faut juste, c'est reprendre calmement. Et dans mon Mea Culpa, que je ferai peut-être un de ces jours, on mettra tout le monde ensemble. Je ne dis pas qu'à la fin, tout le monde s'embrassera sur la bouche. Ce que je voudrais juste, c'est que les Français qui aiment, en fait, les médias, comme ils aiment la politique, même s'ils disent exactement le contraire, à la fin, eh ben, ils diront, ah oui, mais mes enfants, on va peut-être les inciter à devenir journalistes ou politiciens. Vous êtes très optimiste. Alors, vous la reprochez d'être naïf, même parfois. Je me souviens d'une de nos interviews où vous parliez du colibri avec sa petite goutte d'eau. Oui. Faut le faire. Sauf que j'ai l'impression que l'incendie aujourd'hui, il est gigantesque, et que la petite goutte d'eau. J'étais à Arras pour rendre hommage à la famille de Dominique Bernard, le professeur qui a été assassiné. J'y retourne dans une école de Arras, là, dans quelques semaines. Comment ils réagissent? Parce que ça fait longtemps que vous allez dans les écoles, justement. Il y a un changement de comportement, vous y êtes allé au lendemain des attentats de Charlie Hebdo, on vous disait, vos copains l'ont bien mérité. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Est-ce que ça s'est radicalisé? Je l'entends moins, ça. Parce que c'est plus loin, peut-être. Par contre, ce qui est un truc assez rigolo, c'est souvent, il y a la prof qui est là, et il y a toujours un gamin qui dit « Monsieur, vous pouvez pas dessiner la prof ?» Alors la prof, elle est tétanisée. Et dessiner, elle a des poils. Faites-lui des poils aux pattes, elle a des poils aux pattes. Bon, je dis, mais tiens, viens dessiner sur mon iPad. Viens, va faire le dessin. Alors comment le gamin qui était très volubile, il commence déjà... Il dit, vas-y, dessine. Alors on est bien d'accord, tu vas dessiner ta prof avec des poils aux pattes. On est bien d'accord. Elle a des poils aux pattes? Non, Monsieur Rigolo a dessiné. Ah bon, donc tu veux lui faire de la peine? Et donc, à la fin, il fait un dessin. À la fin, il dessine un lapin. Vous voyez? C'est mignon. Mais à la fin, parce que je lui dis, mais assume ce que tu veux. Tu veux lui faire de la peine ou tu veux pas lui faire de la peine? Et c'est ça qui me plaît. Et à la fin, je lui dis, assume et tu signes ton dessin. Ouais. Alors, il y a beaucoup de dessins. Il y a des dessins très beaux. Enfin, ils sont tous très beaux, mais plus, j'ai envie de dire, plus puissants, peut-être graphiquement. Je vois le portrait que vous avez fait de Pierre Palmade, qui est un dessin assez tendre, je trouve. Oui, ce qui ne m'empêche pas de raconter la réalité, qui est quand même assez tragique. Et à la fois, d'abord, c'est quelqu'un c'est en noir et blanc, c'est double face, le négatif et le positif. Exact, elle a tout compris. Je trouve qu'on l'a tous admiré, et je veux assumer la part d'admiration. Et puis, je veux assumer la part de tragédie de ce qu'il a fait. Voilà. Et je raconte. Il n'y a qu'à laisser faire le fil de l'actualité. C'est la médiatisation qui vous a choqué dans le cas de Palmade. C'est ce que vous écrivez. Le fait qu'il retourne en boîte, je trouve que c'est pas l'urgence du moment. Vous voyez, c'est le fait que, vous voyez, quand on se tait sur... moi, je connais rien au milieu des drogués. Mais apparemment, on apprend que tout le monde est au courant. Que le pharmacien du coin, il est au courant. Je me dis, attends, il y a un truc qui ne va pas. Il faut juste... Il n'est pas question de descendre avec un hélicoptère et de foutre tout le monde en tôle. Il faut
reprendre calmement et dire les choses. Ouais. Ça, ce que fait le dessin de presse, et ce que font mes amis dessinatrices, dessinateurs, c'est qu'on raconte des trucs avec une part d'inconscience, une part d'impertinence, d'accord, mais à la fois on finit par dire des choses. Et à la fin, même si elles sont dites de manière outrancière, après, à vous de vous en emparer et de raconter ça calmement, journalistiquement. Mais en une image, on dit beaucoup de choses. Il y a ce dessin avec un petit enfant et qui est entouré de téléphones portables avec harcèlement, H-A-R, sur chacun des portables. Oui. Et on comprend la puissance de cette image, de la douleur, et puis de tous ces téléphones qui s'abattent sur ce petit garçon. Oui. En une image, tout est dit. Exactement. Et je n'aurais pas imaginé qu'on parle autant du harcèlement. Au début, je pensais que c'était un effet de mode. Mais non, il y a un véritable problème. Et il faut être à l'écoute de ces enfants. Bon. Et dans le littré, je ne vais pas faire celui qui fait semblant d'avoir lu littré, mais dans le littré, le mot enfant, ça veut dire celui qui ne parle pas. Ouais. Et bien justement, on va lui apprendre à parler. Il faut parler. Il y a évidemment tout un chapitre qui est consacré à l'international, en particulier avec les mollahs qui sont assez terrifiants quand vous les il y a Barbie et Barbu. Oui. Exactement. Oui. Alors, ceux-là, ils sont très faciles à dessiner. Ouais. Je suis allé en Iran pour essayer de sortir un dessinateur qui était en prison. Et vous voyez, on parlait tout à l'heure de la démocratie, du journalisme, des médias. En Iran, tu dessines ça, tu vas en tôle. Ouais. Tu dessines ça, tu seras torturé. Tu dessines ça, ta famille sera torturée. Tu dessines pas ça, tu vends des tomates, bon, on va pas t'embêter, tu seras fiché, mais tu seras pas embêté. En France, moi je préfère vivre à Paris qu'à Téhéran, on est d'accord. Mais on a réinventé une autre forme de terrorisme intellectuel qui fait que ça c'est autorisé, ça c'est pas autorisé. Ouais. Et quand on parlait des fois des sujets, on parlait de Jean-Claude Bourret ou mais il y a des sujets dont on ne parle pas. Et ne pas parler, ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un qui dit « ouais, on ne va pas en parler à cause de la censure ». Au bout d'un certain temps, il y a des choses dont on parle parce que ça nourrit le marketing de l'audimat, et puis des choses dont on ne parle pas parce que c'est compliqué et que c'est bien plus rigolo de foutre une plume d'autruche dans le cul de quelqu'un parce que c'est rigolo, ça va faire le buzz à l'antenne. Oui, mais non, qu'est-ce que je vais apprendre pendant ce temps-là? Moi, ce qui m'importe... On peut se divertir. Oui, il y a le divertissement aussi. Je veux me divertir et je veux me marrer aussi. Mais à la fois, le divertissement audimat me gonfle un peu parce que je trouve que pendant ce temps-là, on n'apprend pas. Or, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses. Regardez, j'ai appris il n'y a pas longtemps que Maître Gims pensait qu'il y avait de l'or en haut des pyramides et qui captait l'électricité. Et que c'était émetteur et que les Égyptiens de l'Égypte antique avaient l'électricité. Je me dis, mais attends, où il est là? Il va pas nous raconter que la Terre est plate aussi? Et je me dis, oh là là, là il faut le gars qui a essayé de tuer, qui a tué malheureusement Samuel Paty, ce connard, qui a été tué heureusement d'ailleurs, détestait le fromage, le caprice des dieux. Parce que pour lui, c'était un fromage polythéiste. Je lui dis, mais tais-toi. Et du coup, je me souviens que j'ai acheté plein de caprices des dieux pour faire ma résistance à moi. J'ai rempli mon frigidaire de caprices des dieux, j'ai failli avoir une indigestion. Mais je me dis... Mais, pour de vrai? Pour de vrai, oui. En plus, j'adore ce fromage très mou, très en losange. J'adore ça, mais qu'un abruti. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on lui a appris à l'école. Il pense que c'est un fromage polythéiste. Je dis, mais où on est là? Or, on rencontre de plus en plus des gens qui sont pétés dans leur tête. Tu ne devais pas aimer le chaussé aux moines non plus. J'aime le chaussé aux moines aussi. Je vais me refaire une cargaison de chaussé aux moines. Voilà. Non, mais en fait, le problème, il n'est pas là. C'est que lorsque vous avez Cyril Hanouna en face, si vous mettez un doc sur Picasso, ou si vous mettez un doc sur Maupassant, ou si vous mettez un doc sur vos dessins, ils ne vont pas aller le voir. Il est là le problème, c'est qu'ils vont aller voir Hanouna. Vous dites qu'on est capté, qu'on perd son temps, mais le problème c'est que eux ils font de l'argent, TF1 ou C8, donc ils proposent des choses pour que les gens viennent. Et demain, s'ils font un doc sur Picasso, la période bleue, il y aura personne. Je voudrais juste qu'on en soit conscient. Le nombre d'endroits. Vous comprenez ce que je veux dire? Très bien. Le nombre d'endroits où il y a des gens. Là, j'ai fait une rencontre là il y a 3 jours. Les gens qui tapent sur BFM. Bon, ils ont tout à fait le droit de taper sur BFM.
À la fin, qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce qu'ils regardent? BFM. Ils regardent BFM. Bah oui. Je me dis, attends, ils sont masos, quoi. Voilà. Et faut juste en parler. Vous voyez, moi quand j'ai travaillé avec Droit de réponse avec Michel Pollack, il y avait, tout de suite après, il y avait Dallas. Et à un moment, JR, l'acteur avait voulu disparaître, pourquoi? Donc on l'avait tué dans Dallas. Oui. Et les gens ont protesté, non, on veut le JR. Et ben les gens, aujourd'hui, alors il n'y a plus Dallas, il n'y a plus JR, mais ils veulent un JR. Parce qu'ils aiment détester les gens, et ça nourrit. Regardez ce qui s'est passé en Argentine. Exactement. On leur dit qu'il est fou, qu'il est taré, qu'il est... mais c'est l'audimat encore qui l'a emporté. C'est l'audimat. C'est le Mélenchon argentin qui l'a emporté. C'est un tango avec le marketing. Vous ne pensez pas que c'est plus une histoire d'éducation des gens, plus une histoire... Mais parce qu'ils n'ont pas appris, on leur a pas appris à nuancer les choses. On leur a appris à dire « Ouais, vas-y, te laisse pas faire, Coco, monte sur les tables, prends ta tronçonneuse et te laisse pas faire. On va les zigouiller. » C'est ça. Parce que le gars qui est à côté qui dit « Oui, mais alors moi, je pense que l'économie argentine, je pense qu'il y a du bon et du mauvais dans l'économie. » C'est compliqué à comprendre. Attends, t'es gentil, Marcel, mais tu rentres chez toi. Je préfère le mec à la tronçonneuse parce qu'il monte sur les tables et tout à l'heure, il va montrer sa bite. Ouais. Donc, c'est le spectacle qui l'emporte sur la raison. Exactement. Il a tout compris. On se retrouve dans un instant pour la suite de l'actualité, cette fois avec d'autres éditorialistes, parce que vous êtes un éditorialiste. On vous recommande L'année de Plantu 2023, Marianne, ne vois-tu rien venir, paru chez Kalman Levy. Et puis évidemment, je rappelle, il y a Tintin, c'est l'aventure, le hors-série, et puis les 50 ans de dessin dans le monde. Là aussi, tout ça, c'est des bonnes idées cadeaux pour Noël. Merci beaucoup. Et on espère vous retrouver bientôt, Plantu. Merci à vous. Merci de m'avoir reçu, merci à tous les deux, merci Gilles, merci Valérie. Merci.